Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Genève d'après. Pour la plupart d'entre nous, ces 2 dernières années ont été très perturbées par la Covid. Riches ou pauvres, nous avons dû nous adapter à de nouvelles situations et Genève est un parfait exemple. La cité du bout du lac, une des villes les plus chères du monde, a connu durant cette pandémie une augmentation importante et visible de personnes précarisées. Le monde de la culture a fait preuve de beaucoup d'imagination pour exister. C'est le cas de notre invité. Genève, c'est également le siège des Nations Unies et de ses institutions. 32 000 fonctionnaires et internationaux y travaillent quotidiennement. Comment se sont-ils adaptés? Enquête à suivre. Réfléchir sur la Genève d'après, c'est le métier de notre deuxième invité du jour, le sociologue Jean Roussio, et il a plein de choses à nous dire. Les milliers de les milliers les images de milliers de personnes en file indienne pour pouvoir se nourrir à Genève pendant le confinement ont fait le tour du monde. La précarité à Genève pendant la pandémie, un reportage d'Armanda Bernardo. Le Covid a fortement impacté la lutte contre la précarité à Genève. La Fondation Partage est un acteur principal de cette cause. Elle récupère les invendus des magasins afin de les redistribuer à une cinquantaine d'associations par le biais de cabas alimentaires. Ce qui s'est passé en mars 2020, c'est que durant le premier semi-confinement, Partage a eu l'arrêt des récoltes quotidiennes pendant 2 semaines, ce qui a été problématique puisqu'on a dû piocher dans nos réserves financières pour pouvoir acheter des produits pour compenser ces récoltes. Et dans le même temps, la moitié des associations avec lesquelles on travaille ont dû fermer. Après, quand la situation est revenue plus ou moins à la normale, en même temps, en fait, la caravane de solidarité s'est mise en place au Vernet. Donc, il y a eu des distributions alimentaires jusqu'au mois de juin. Et à partir de juin, les autorités ont voté un crédit extraordinaire de 5 millions de francs pour Partage, pour l'achat, exclusivement affecté à l'achat de produits de première nécessité. La Fondation Partage existe depuis plus de 15 ans. Elle participe également à la réinsertion professionnelle. Suite au Covid, son budget d'achat est passé de 300 000 francs en 2019 et à 9 millions de francs en 2021. Parce que la précarité ayant augmenté, les bénéficiaires des associations qu'on fournit ont aussi augmenté. Pour vous donner un exemple, on était en 2019 à peu près à 9000 personnes aidées par semaine, un petit peu plus. Et là, au plus fort de la crise, on était monté jusqu'à près de 16 000. Et les derniers chiffres qui concernent décembre 2020 sont à peu près à 13 200 personnes par semaine. L'association suisse CAM Solidarité est l'une des bénéficiaires des cabas. Elle en distribue 80 par semaine. Elle prépare et offre aussi des repas chauds dans le quartier de Paki, quartier qui connaissait déjà un fort taux de précarité permanente avant le Covid, selon l'association. La pandémie a augmenté le nombre de bénéficiaires. Ça a jeté une lumière sur des gens qui avaient une situation déjà un peu précaire, mais qui s'en sortaient. Par exemple, dans l'économie domestique, du jour au lendemain, des gens comme les femmes de ménage, les jardiniers, des professions comme ça se sont retrouvés sans emploi. Sans compter les indépendants qui ont des situations parfois sur le fil. Et puis, même avant la crise, on avait à peu près une personne sur 4 qui, après avoir payé ses factures, il ne lui restait plus rien. Donc la crise, en fait, a révélé certaines choses et surtout, elle a fait éclater toutes les personnes qui étaient justement, comme je dis, sur le fil, tout d'un coup se sont retrouvées dans la précarité. Et puis, sans compter aussi les retraités qui parfois ont des pensions assez maigres, puis pour certains n'ont pas droit aux prestations complémentaires. Et le fait de pouvoir avoir une aide alimentaire, c'est déjà ça de moins à sortir par mois. Une partie des récoltes de la Fondation se fait grâce au Samedi du Partage qui n'a pas pu avoir lieu en mars 2020. Une plateforme Internet a été mise en place, ne rencontrant pas le même succès. Heureusement, l'édition de novembre 2020 a eu lieu et elle a très bien marché. Les Genevois ont très bien joué le jeu. Pour donner une comparaison, l'édition de novembre 2019 avait récolté 90 tonnes de marchandises
ce qui était déjà bien et qui était déjà une augmentation par rapport aux années précédentes. Mais l'édition 2020, sur novembre uniquement, a récolté 275 tonnes. Donc un grand merci aux Genevois. Ce reportage est très poignant, Armanda. Peut-on dire qu'on découvre une Genève bien peu connue? Eh ben, le grand public, oui, il a découvert quelque chose, mais l'État et les associations, non, ils sont au courant de cette précarité depuis très longtemps. L'édition 2021 Samedi du Partage a bien eu lieu récemment, les 4 et les 5 juin. Les Genevois ont-ils été généreux? Les Genevois ont répondu présent. Les bénévoles ont récolté 201 tonnes de produits alimentaires et d'articles d'hygiène. Ça représente une augmentation de 35% par rapport à l'édition précédente. La population peut encore faire un geste de solidarité. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin pour faire un don sur la plateforme de don. Alors Armanda, si je décide d'y participer, quelles sont les démarches à suivre? C'est tout simple, il suffit juste de cliquer sur ce lien, faire un don ou alors offrir un cabas. Alors Partage reçoit et distribue à des associations, mais ces associations font aussi un travail formidable derrière. Ils font un travail excellent. Dans le reportage, on voit brièvement l'association Suisse Gamme Solidarité. C'est une association qui s'en charge de l'aide d'urgence, de l'urgence de rue. Ils s'en chargent principalement des plus démunis, des sans-abri et des personnes toxicodépendantes. Dans ce petit quartier qui est le Paquis, en fait, la distribution de nourriture est un très bon prétexte pour approcher les personnes en précarité. Leur travail est de renseigner et d'orienter, c'est-à-dire ils aident les bénéficiaires à remplir des documents et des formulaires qui leur permettent de mettre en lien avec l'État et les associations concernées. Comment se passe l'organisation? Tout a-t-il lieu dans le stand? Oui, tout se passe dans le stand. Le stand est tenu par 4 personnes. Il fonctionne principalement sur la base du bénévolat participatif. Donc, ce sont les bénéficiaires qui aident l'association. Cela les permet de s'intégrer dans le monde de l'action solidaire et de les insérer dans le monde du travail. Concernant les repas chauds, l'association Suisse Gamme Solidarité reçoit des cabas tous les jours en fait, et ils fabriquent eux-mêmes les repas chauds. Donc, ils reçoivent 80 colis par semaine et ils distribuent aux personnes les plus proches de l'association. Et c'est grâce à ce petit effet de village en fait, qu'il y a dans le quartier des Paquis que l'association arrive à approcher et à toucher les personnes que les services sociaux n'arriveront jamais à atteindre. Une précarité avec un visage caché jusque-là, Armanda? On peut dire que oui, parce qu'en fait, il nous a expliqué en fait que la précarité à Genève est déjà connue depuis très longtemps. La différence entre la précarité permanente et la précarité due au Covid, elle a juste accentué en fait cette réalité parce qu'elle a toujours existé dans notre canton. L'association a également remarqué qu'il y a de plus en plus de monde qui vient chercher des repas dans le stand et ils ont aussi constaté en fait un changement de bénéficiaires. Donc, ils espèrent de tout cœur que cette situation soit provisoire. Nous le leur souhaitons aussi. Où on peut les trouver? Alors, le stand, il est au quartier des Paquis, tous les jours sauf le dimanche. Donc, le lundi et le samedi, ils sont à la place des Navigations. Le mardi, jeudi et vendredi à la rue du Môle et le mercredi à la rue de Zurich. Armanda, Suisse Gamme Solidarité n'est pas la seule association que tu es allée visiter. Je suis allée aussi au bateau Genève. Pour ceux qui ne savaient pas, le bateau aussi est un bénéficiaire de la Fondation Partage. Pour faire simple, ils ont un concept d'insertion sociale, lutte contre la précarité comme l'association précédente, mais dans une plus grande échelle. L'année dernière, bien sûr, ils ont aussi été touchés par la crise sanitaire, mais ils ont réussi à accomplir et à jouer leur rôle social. Donc, ils ont distribué 22 tonnes de nourriture, 25 000 petits déjeuners et ils ont réalisé 23 pasta parties. Le bateau est aussi un lieu culturel. Comment sont-ils sortis sans spectacle? Ils ont dû se réinventer comme tout le monde. Donc, privés de concert, ils ont créé la radio pirate qui a permis à des artistes d'enregistrer dans le bateau. Ce projet est disponible au CD. Vous pouvez vous le procurer directement au bateau Genève à la Bouvette. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que vous suivez toujours notre émission La Genève d'après. Armanda, je crois que vous avez un invité pour nous.
Oui, mon invité, il s'appelle Sam Zwigart, un membre du collectif WAF 33, et il nous expliquera son projet de live stream, que sont des rediffusions en direct de plateformes en ligne. Bonjour Sam. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, pourriez-vous juste nous présenter votre projet en quelques mots? Oui, alors WAF33, c'est une poignée d'amis qui se retrouvent autour d'un projet. Euh, Notre but étant de promouvoir les ressources artistiques locales et plus. On a commencé par intégrer le salon de tatouage 33 tours, d'où le nom WAF33. Et c'est comme ça qu'on opère. Alors, qu'est-ce qui a changé avec le confinement? Alors le confinement, il nous a permis de s'élever en fait dans notre projet et d'avoir une collaboration en fait avec différents acteurs culturels de la ville de Genève, notamment Bongo Joe, le Zoo de l'usine et la Gravière. Donc ensemble, pendant le premier confinement, on a fait des live streaming quotidiens. Donc tous les jours, on avait différents intervenants qui venaient nous présenter leur art, notamment le DJing principalement, et plus aussi. Avec la sortie de la crise, quelles sont les perspectives aujourd'hui? Alors les perspectives sont d'augmenter la fréquence. On a récemment intégré un local au Sentier des Saules qui nous permet en fait chaque samedi de 14h à 20h de donner des émissions et de continuer. On a pour objectif pour la suite de s'implanter et de mettre un pied en fait dans un établissement ou dans des locaux pour pouvoir être libre et indépendant. Merci Sam d'être passé. Merci Merci. Armanda. La pandémie a frappé tout le monde, les Genevois les plus précaires, mais également les milliers de fonctionnaires, délégués journalistes et membres des ONG qui composent la fameuse Genève internationale. Un milieu certes privilégié, mais qui a dû aussi s'adapter. Comment la Genève internationale, qui d'habitude grouille de monde en provenance des 4 coins de la planète, a fait face à la Covid-19 et aux mesures de confinement? Un reportage de Benjamin Joyeux et de Janice Beck. La Genève internationale, c'est 42 organisations pour environ 32 000 fonctionnaires, diplomates et représentants de la société civile, originaires de 177 États. Cet écosystème unique a dû, comme le reste du monde, faire face à la pandémie de Covid-19 à partir de mars 2020. Comment tout un secteur qui par définition se déplace en permanence aux 4 coins de la planète s'est adapté au confinement, aux règles sanitaires drastiques imposées par la maladie? Les employés de la Genève internationale qui arrivent pour travailler ici, on a dans une année normale à peu près 1500 ménages. À partir du mois de mars, on a eu plus 0 délégués de passage pour venir participer aux conférences. De l'autre côté, des ONG, on a eu plus de demandes, de questions qu'avant, parce que tout d'un coup, les ONG ne savaient pas comment faire pour avoir l'aide du gouvernement suisse du canton. Une partie des ONG ne parle pas français, donc tout d'un coup, on a été confronté à beaucoup plus de sollicitations et de demandes. Du côté des institutions internationales, le Palais des Nations, quartier général européen de l'ONU, accueille d'habitude environ 8000 réunions, près de 600 grandes conférences et 100 000 visiteurs par an. Mais à partir de la mi-mars 2020, celui-ci est totalement déserté. Une situation pas facile à vivre, notamment pour les personnes seules, n'ayant de relations sociales que par le biais de leur travail. Le social manquait, c'est les gens qui sont seuls, qui n'avaient plus de contact, pour eux c'était plus dur. Donc on a aussi, moi j'ai beaucoup veillé à ce que chaque superviseur puisse identifier les gens qui vont bien et les gens qui ne vont pas bien. Beaucoup de Genevois locaux se sentaient aussi très impactés par la situation. Et j'ai l'impression que les internationaux, c'est probablement dans la même situation. Avec le confinement dû à la pandémie et l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, très vite, les réunions virtuelles se sont multipliées. Elles ont alors pris le pas sur les rencontres réelles, avec finalement des côtés très positifs. Tout d'un coup, on a commencé à avoir beaucoup plus de monde dans nos réunions. Et parce que les gens pouvaient se connecter de n'importe où. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant, en fait, parce qu'on a touché des gens
que généralement on ne touche pas. Ils ne sont pas physiquement à Genève. Ils ont beau envoyer une note du pays via la mission ici à Genève. Enfin bon, c'est quand même un peu très indirect. Et là, on a eu des acteurs en live. Et surtout, ce qui était très important, on avait des gens de l'extérieur de Genève qui participaient à ces conférences. Assez vite, les gens ont vraiment pris ça comme un défi. Les réunions virtuelles ont même parfois pu offrir des moments de distraction bienvenus face à la gravité de la situation. Donc c'était un peu folklorique parce qu'on voyait de temps en temps un gosse ou un chien qui aboie, un coq qui crie dehors. C'est assez drôle parce qu'on a découvert les intérieurs de chez chacun. Finalement, cette pandémie fut peut-être un mal pour un bien, une situation exceptionnelle ayant nécessité de l'adaptation pour une plus grande efficacité au travail. Oui, meilleure productivité, très grand engagement de la plupart des staffs qui ont travaillé aussi le soir, différemment, qui se sont vraiment bien adaptés. On a beaucoup appris, ça c'est une évidence. On a beaucoup travaillé et bien travaillé. Et je pense que ça va évidemment laisser des traces. Ça c'est sûr et certain. Pour la Genève internationale, le monde d'après ne sera donc pas tout à fait comme avant. Bonjour Jeannette Beg. Bonjour Aminata. Que pensez-vous du reportage? La Genève internationale a dû, comme tout le monde, changer son mode de fonctionnement pour s'adapter à la pandémie. Côté négatif, la disparition pendant des mois des relations sociales qui font le charme de la vie professionnelle. Côté positif, une plus grande facilité de participation sur les plateformes virtuelles pour des gens du monde entier, qui pouvaient avant être freinés par les difficultés et les coûts de déplacement internationaux. Du côté des journalistes qui suivent la Genève internationale, il a fallu également faire avec. C'est ce que va nous expliquer maintenant Catherine Fiancon-Bokonga, la vice-présidente de l'association de correspondants accrédités auprès des Nations Unies à Genève, interrogée par Benjamin. La Genève internationale a débuté un confinement le 13 mars 2020 et en réaction, la semaine suivante, l'ACANU, l'Association des correspondants accrédités auprès des Nations Unies à Genève, a décidé de créer un groupe WhatsApp qui permettait de réunir l'ensemble des membres. Et environ 2 semaines après ce début de confinement, comme nous avons vu que les organisations internationales basées à Genève n'organisaient absolument aucune activité, elles étaient en quelque sorte en attente et en état d'observation pour voir comment la pandémie allait évoluer. Nous avons pris l'initiative de créer notre propre plateforme Zoom, la plateforme Zoom de l'ACANU, et nous avons commencé à organiser des conférences de presse tous les jours ouvrables. Donc, durant les mois de, on va dire la deuxième quinzaine de mars, le mois d'avril, le mois de mai, nous avons organisé environ 10 conférences de presse par semaine parce qu'il était nécessaire pour les journalistes de travailler. Et comme la Genève internationale s'était endormie comme la Belle au bois dormant, il fallait bien trouver des activités. Et nous avons reçu une formidable réponse de la part des chefs d'agence des Nations Unies, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, mais également à travers le monde, des ministres, des chefs d'État, des ambassadeurs basés à Genève, qui étaient absolument ravis de pouvoir organiser la presse et adresser leurs messages sur différents sujets d'actualité. Les activités ont repris doucement à partir du mois de juin, c'est-à-dire 2 briefings par semaine qui relatent les activités des agences liées à l'ONU. Mais en dehors de cela, nous n'avons pratiquement pas de conférences de presse et les conférences de presse n'autorisent pour l'instant que 5 personnes physiquement dans la salle. Donc, l'ACANU poursuit ses activités et nous pensons que ce sera le cas encore plusieurs mois. Merci Jeannette Beg. Nous passons maintenant à l'édito de Benjamin, La Genève d'après. Bonjour Benjamin. Bonjour Aminata. Ce reportage vous a inspiré un édito. Exactement. La Genève internationale d'après la Covid ne sera donc plus tout à fait comme avant. La pandémie laissera des traces, tant dans le fonctionnement des organisations que dans la vie personnelle de chaque individu.
Un autre aspect qui n'a pas été abordé, beaucoup moins de déplacements, en voiture comme en avion, c'est toujours ça de gagner pour le climat et la planète. En effet, les mesures de confinement prises à travers le monde afin d'agir contre la pandémie en mars-avril 2020 ont eu des effets parfaitement mesurables sur l'environnement et la qualité de l'air. Depuis les régions industrielles très polluées de Chine jusqu'ici à Genève, le dioxyde d'azote, dont la source principale est la circulation automobile, a baissé par exemple d'environ 35% entre la première et la seconde quinzaine de mars 2020. Du côté du trafic aérien, par nature très générateur de gaz à effet de serre, la baisse des passagers pour l'année 2020 a été estimée à environ 68%. Un drame certes pour les professionnels du secteur, mais une baisse drastique des vols bénéfique en termes de pollution. Mais peut-on continuer à opposer de la sorte écologie et économie ? Cette pandémie n'est-elle pas aussi une opportunité pour repenser l'ensemble de nos activités ? On a beaucoup parlé du fameux monde d'après pendant le premier confinement. Alors, au sortir de la pandémie, peut-on parler de la Genève d'après ? Imaginez la Genève d'après, c'est ce que fait notre invité du jour, Jean Rossiot, sociologue et ancien député vert au Grand Conseil de Genève, et notamment l'initiateur de la monnaie locale transfrontalière, le Léman. Bonjour, Monsieur Rossiot. Bonjour, Est-ce madame. que cette période était difficile pour vous ? À titre personnel, Oui. j'ai la chance d'être un peu privilégié, comme beaucoup de Genevois de classe moyenne. Donc, ce n'était pas une période très difficile, c'est une période plutôt calme. Et évidemment, mes revenus ont été diminués parce que je travaillais sur mandat. Au Parlement, on a continué à travailler, mais on est un Parlement de milice. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, un petit peu moins de revenus. Mais ça a été surtout une période très intéressante pour essayer de comprendre comment le monde pouvait s'arrêter et comment l'économie pouvait s'arrêter et comment on pouvait essayer, comme on l'a démontré avec une vidéo qu'on a tournée avec ZEP, de ne pas recommencer comme avant. Alors du coup, est-ce que cette histoire de monde d'après dont on a tant parlé pendant le premier confinement, pour Genève, est-ce qu'il y a réellement aujourd'hui une Genève d'après ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas une Genève d'après, puisque tout le monde essaye de revenir à la Genève d'avant. Mais je pense qu'on est vraiment dans une situation qui est intéressante à ce propos. Je reviens sur l'anecdote que je citais tout à l'heure avec ZEP. On était en plein confinement au mois de février ou mars de l'année 2020. Et Philippe Chapuis, que je ne connaissais pas, m'appelle en disant « Écoutez, l'histoire que nous raconte le Conseil fédéral, l'histoire que nous racontent les gouvernements du monde entier n'est pas une histoire à laquelle je crois. C'est pas une histoire qui me fait rêver. Par contre, l'histoire que vous racontez avec la monnaie du Léman, ça me fait rêver et ça a de l'avenir. On ne va pas continuer à endetter toutes les sociétés du monde entier pour recommencer comme avant. Au contraire, on va sortir de ce monde Covid avec un autre système économique et financier. Alors il y a le Léman, mais il y a aussi plein d'autres activités, plein d'autres nouvelles tentatives justement à Genève pour faire transiter l'économie. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui ça va dans le bon sens ou alors toutes ces tentatives-là ne font pas encore suffisamment système? Ça ne fait pas encore totalement système, parce que c'est ça exactement la question, et c'est comment on arrive à faire système. Alors le monde de l'après, c'est aussi un monde qui est dans la complémentarité. Ce n'est pas un monde qui est complètement contre le système, c'est un monde qui se pose d'une manière à être une réponse immédiate et concrète en complémentarité au système actuel. Donc si on prend par exemple la monnaie du Léman, c'est de mettre en lien 550 entreprises dans le bassin de vie lémanique, c'est mettre l'argent que les consommateurs utilisent, pour parler simplement, quand on achète des éléments, on les achète avec des franchises. Ces franchises vont à la Banque Alternative Suisse, qui est une banque éthique. Nous les réinvestissons dans des projets d'économie sociale et solidaire. Et la Chambre de l'économie sociale et solidaire, le réseau de l'économie sociale et solidaire, fait partie des entreprises qui soutiennent le Léman. Tout ça est un écosystème. Et cet écosystème est un système parallèle qui démontre une certaine résilience au moment où il y a une grande crise financière, économique, ou là, une crise économique qui est liée à la gestion du Covid. Merci, Monsieur Rossiot, d'être passé. Merci, chers téléspectateurs. On remercie toute l'équipe de la réalisation. J'espère que cette émission vous a plu. À très bientôt.